Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mercredi 6 novembre. À la une de l'actualité, Édouard Philippe a dévoilé son plan sur l'immigration. Le Premier ministre français a annoncé la mise en place de quotas professionnels et d'un délai de carence pour accéder aux soins. On y revient dans un instant. La Chine fait un pas en direction de l'Union européenne. Un accord a été signé pour protéger des produits en provenance des États membres. Un geste pour rééquilibrer les relations commerciales entre Pékin et les 28 dans le cadre de la visite d'Emmanuel Macron. Le coup d'envoi de la campagne électorale au Royaume-Uni à 5 semaines des législatives. Le parti conservateur de Boris Johnson est donné favori des sondages, mais les autres formations pourraient jouer les arbitres alors que le Brexit domine le débat. Et puis du côté de Berlin, un saut dans le passé pour les visiteurs grâce à une application qui propose de s'immerger dans le quotidien de la capitale allemande avant la chute du mur, à l'approche du 30e anniversaire de cet événement historique. La droite avait tenté de la mettre en place. Le gouvernement d'Emmanuel Macron compte franchir le pas. Une politique de quotas d'immigration économique doit voir le jour en France, a annoncé Édouard Philippe. Il s'agit de la mesure phare dévoilée ce matin par le Premier ministre français dans le cadre d'un plan qui fait l'objet de critiques jusque dans les rangs de la majorité. Julien Pavy. Oui, en effet, Annelise, le Premier ministre Édouard Philippe a résumé le sens de son plan. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Le sens général de notre action, c'est la souveraineté. Fin de citation. Ce plan pour une immigration, je cite, maîtrisée, contient 20 mesures. La plus emblématique, vous l'avez dit, c'est la mise en place de quotas pour l'immigration professionnelle. Des quotas qui doivent être décidés chaque année en fonction de la branche d'activité et non pas de la nationalité. On sait que des secteurs comme le bâtiment en France ont des besoins importants de main-d'œuvre. Alors cette mesure fait grincer des dents à gauche, comme d'ailleurs au sein de la majorité. Certains dénoncent une mesure, je cite, électoraliste, une politique de droite, voire un cadeau idéologique à l'extrême droite. Et même au sein du gouvernement, la ministre de la Justice a estimé que ces quotas n'avaient pas marché à l'étranger. À droite aussi, les critiques fusent. Beaucoup dénoncent des mesures insuffisantes pour contrer l'immigration et un rappel que les migrants économiques ne représentent qu'une petite minorité des titres de séjour décernés chaque année en France. Alors, outre les quotas de migrants économiques, le gouvernement a aussi décidé de durcir l'accès aux soins pour les étrangers sans papier ainsi que les personnes déboutées de leur demande d'asile. Leur protection maladie sera ainsi réduite de 12 à 6 mois. Emmanuel Macron achève sa visite en Chine. Le président français a défendu la souveraineté européenne au dernier jour de son déplacement. Pour rééquilibrer les relations commerciales entre l'Union et Pékin, une série d'accords ont été signés et l'un d'entre eux prévoit de protéger un certain nombre de produits en provenance des États membres. Dans ce supermarché chinois, des produits européens emblématiques comme la feta grecque, le prosciutto italien, le champagne français ou le whisky irlandais devraient à l'avenir être à l'abri des contrefaçons. C'est le but d'un accord que viennent de signer la Chine et l'Union européenne qui vise à protéger sans indication géographique. Signé ce mercredi à Pékin, cet accord doit entrer en vigueur d'ici 1 an. Il est jugé historique par le commissaire européen à l'agriculture. Les consommateurs ayant ainsi confiance en l'origine et l'authenticité de ces produits sont disposés à payer un prix supérieur et ils récompensent ainsi les agriculteurs. La Chine est le deuxième débouché mondial pour les produits agroalimentaires de l'Union européenne. Un marché de 1,4 milliard de consommateurs. Entre septembre 2018 et août 2019, les exportations vers ce pays ont représenté 12,8 milliards d'euros. Cet accord, qui doit encore être approuvé par le Parlement européen, protège également sans indication géographique chinoise. À terme, il doit être étendu à d'autres produits. En France, l'actrice Catherine Deneuve a été hospitalisée la nuit dernière après avoir été victime d'un malaise. Son état serait jugé sérieux et nécessiterait des examens approfondis. L'entourage de la comédienne de 76 ans évoque un coup de fatigue dû à un agenda surchargé. Depuis 1 mois, Catherine Deneuve est en tournage dans la région parisienne pour le dernier film d'Emmanuel Berco.
Le financement des campagnes du Front National, rebaptisé Rassemblement National, est examiné depuis aujourd'hui par le tribunal de Paris. Plusieurs proches de Marine Le Pen sont appelés à comparaître dans le cadre du procès qui vient de s'ouvrir. En cause du matériel de campagne surfacturé aux dépens de l'État et des soupçons d'enrichissement pour les intermédiaires. Les explications de Malia Coutan. Escroquerie et recel d'abus de biens sociaux, voici les chefs d'accusation qui pèsent contre le FN devenu Rassemblement National. Le procès s'est ouvert ce mercredi matin au tribunal correctionnel de Paris. Le parti de Marine Le Pen se voit reprocher d'éventuels montages frauduleux qui auraient permis de financer leur communication électorale de 2012 à 2015. Des kits de campagne ont été vendus aux candidats qui se présentaient sous l'étiquette du parti, mais voilà, ces derniers auraient été surfacturés de près de 80%, rapportant ainsi des bénéfices colossaux au parti. Au total, 7 personnes sont soupçonnées. En l'absence de Marine Le Pen, ni prévenus ni témoins dans cette affaire, plusieurs des accusés ont été entendus ce mercredi matin. Nous disons que le procureur, bien entendu, ne démontre absolument pas, puisqu'il ne nous donne aucun chiffre, mais nous démontrons, nous, par des pièces que nous apportons et un grand nombre d'arguments, qu'il n'y a aucune surfacturation. Ce n'est pas la première fois que le parti trempe dans une affaire judiciaire. L'an dernier déjà, des soupçons d'emploi fictif avaient entaché l'image du RN. Le procès qui a débuté ce mercredi se tiendra jusqu'au 29 novembre prochain. L'extrême droite, également dans le collimateur de la justice en Grèce. Un procès fleuve est en train de s'achever pour le parti Obdoré. Après 4 ans d'audience, le chef de la formation néo-nazie était appelé aujourd'hui à la barre pour la première fois. Il devait répondre des accusations de constitution d'organisation criminelle et de l'instigation morale du meurtre du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas, tué à l'âge de 34 ans, poignardé par un membre du parti en 2013 près d'Athènes. Le coup d'envoi de la campagne électorale a été donné au Royaume-Uni à 5 semaines des législatives. Le parti conservateur de Boris Johnson est donné favori des sondages pour l'instant, mais les autres formations politiques pourraient jouer les arbitres alors que le Brexit domine toujours le débat. Il fallait acter la dissolution du Parlement britannique avec la reine. C'est chose faite depuis mercredi matin. Boris Johnson peut donc partir en campagne. Le Premier ministre va chercher à obtenir une majorité absolue à la Chambre des communes, capable de ratifier l'accord obtenu avec Bruxelles qui vise à faire sortir le Royaume-Uni de l'UE. Je ne veux pas d'élection anticipée. Personne ne veut vraiment d'élection en décembre. Mais nous en sommes au point où nous n'avons pas le choix, car notre Parlement est paralysé et coincé. J'en suis arrivé au stade extrême de frustration. Voilà où nous en sommes. Le Brexit est donc au cœur de cette campagne. Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, a déjà commencé à arpenter les routes du pays pour promouvoir sa vision de l'avenir du Royaume-Uni. Nous ne permettrons pas un scénario sans accord pour notre pays. Nous ne voulons pas tomber dans les bras de Donald Trump avec un accord commercial avec les États-Unis et tous les risques qui peuvent en découler. Au lieu de cela, vous avez l'offre des travaillistes et vous aurez le dernier mot. C'est crédible et raisonnable. Les conservateurs de Boris Johnson disposent d'une bonne avance sur les travaillistes dans les sondages, mais les plus petits partis pourraient créer la surprise. Une fois de plus, l'incertitude domine à Londres. Quelles sont les actualités qui ont retenu l'attention de nos voisins européens? Réponse tout de suite avec la rédaction portugaise. O Brasil é palco esta quarta-feira daquele que pode vir a ser o maior leilão de explorações. Et au Brésil, ce sont des enchères historiques qui ont été lancées aujourd'hui. Le pays entend devenir un futur géant du pétrole. Elles concernent l'attribution d'immenses nappes pétrolières au large des côtes. Le gouvernement espère ainsi récolter près de 370 milliards de dollars sur 30 ans et passer du 10e rang au 5e rang mondial dans ce secteur au cours de la prochaine décennie. Des manifestations ont eu lieu à Rio pour protester contre cette vente, alors que le pays est confronté à une marée noire qui touche le littoral du nord-est. Consideram que algumas das instalações à venda no leilão apresentam alto risco de acidente.
Le bureau hongrois d'Euronews est revenu sur l'interception d'un convoi de migrants en Croatie. La police locale a découvert 9 migrants entassés dans un caisson à l'arrière d'une camionnette. Les personnes enfermées étaient 3 hommes, 2 femmes et 4 mineurs qui se disent originaires d'Iran et d'Irak. Le ressortissant ukrainien de 21 ans qui conduisait le véhicule a été arrêté pour trafic d'êtres humains présumés. 15 человек погибли в результате вооруженного нападения на контроль. La rédaction russe a relaté cette attaque survenue en Thaïlande qui aurait fait au moins 15 morts. Des assaillants ont tiré sur 2 postes de contrôle dans la province de Yala, dans le sud du pays, mardi soir. L'armée thaïlandaise, qui attribue ce geste à des rebelles séparatistes musulmans, dit avoir sécurisé la zone en question. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières de l'histoire récente de ce conflit qui a éclaté en 2004 et qui aurait déjà fait près de 7000 morts. La Jordanie, touchée par une attaque sur l'un des sites archéologiques les plus fréquentés du pays, celui de Djerach, à une 50aine de kilomètres d'Amman. Un homme d'une vingtaine d'années a commencé à poignarder un groupe de touristes avant d'être maîtrisé. L'individu a blessé 8 personnes, dont 3 touristes mexicains et une Suissesse. Un guide touristique jordanien et un officier de la Sûreté générale ont également été touchés en tentant d'arrêter l'assaillant. L'Irak, toujours en proie à la contestation. Les manifestations se multiplient pour tenter d'obtenir la chute du régime et les autorités ont encore durci le ton. Stéphane Amalian. Les forces de sécurité irakiennes ont ouvert le feu ce mercredi pour disperser les manifestants sur le pont Al-Chouada dans le centre de Bagdad. Il s'agit du 4e pont bloqué par les autorités afin de contenir la foule qui converge et campe sur la place Tahrir. Depuis le début du mouvement, le 1er octobre, 280 personnes ont été tuées d'après l'AFP, en majorité des manifestants qui réclament la chute du régime qu'ils estiment corrompu et incompétent. Les protestataires redoutent que la coupure d'Internet dans le pays, depuis lundi soir, ne soit un signe précurseur de retour aux violences de la part des autorités. Rien qu'entre le 1er et le 6 octobre, 157 personnes avaient été tuées. Direction Berlin à présent pour revivre une page singulière de l'histoire. À l'approche du 30e anniversaire de la chute du mur, une application permet de se plonger dans le passé grâce à des reconstitutions au coin de nombreuses rues de la capitale allemande. Malia Coutan. Le mur de Berlin comme si vous y étiez, c'est le pari que s'est lancé une application de réalité augmentée. 30 ans après la chute de ce mur qui divisait l'actuelle capitale allemande en 2, un Berlinois a eu l'idée d'amener les touristes à mieux comprendre le mur, sa localisation, son évolution, mais aussi quelle vie menait-on entouré de cet édifice de béton. J'ai connu le mur quand j'étais enfant, j'étais très jeune. J'avais 8 ans quand il est tombé. Bien sûr, je n'ai pas vraiment compris ce qu'était le mur. Je pensais que c'était la fin du monde. On pouvait regarder à gauche et à droite, mais on ne voyait rien devant soi et c'était sans fin dans les deux sens. Via l'application gratuite Mohar, c'est tout un pan de l'histoire qui est retracé grâce à la technologie de réalité augmentée. Elle superpose des images du mur et des tours de garde sur le monde réel. Je pense que c'est une très bonne idée si vous voulez que les jeunes enfants comprennent ce que c'était, mais aussi pour que les personnes âgées se rappellent comment le mur était. 3 décennies après sa chute, c'est avec un simple clic que vous pouvez voir l'évolution de la structure au fil des années. Avec son application, Peter Kolsky a ainsi mis la technologie au service du devoir de mémoire. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.